J'aimerais que les tueries cessent. 25 000 personnes sont mortes le mois dernier, des soldats, principalement des soldats, mais aussi quelques civils, là où des bombes ont été larguées. Mais dans l'ensemble, 25 000 soldats sont morts le mois dernier. J'aimerais vraiment que cela s'arrête. Des choses comme ça finissent par provoquer des troisièmes guerres mondiales. Trump a averti que la guerre entre la Russie et l'Ukraine risquait de conduire à une troisième guerre mondiale. Et celle-ci sera beaucoup plus brutale que les précédentes, parce qu'elle sera une guerre de bombes nucléaires nimbée d'intelligence artificielle. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré ouvertement dans un discours qu'il fallait que l'OTAN était la prochaine cible de la Russie et qu'elle devrait monter de manière spectaculaire ses dépenses en défense. Alors la troisième guerre mondiale arrive-t-elle vraiment? Et qu'est-ce qui se passe en Ukraine actuellement? Je pense qu'on va le découvrir. Pour ceux qui suivent la guerre en Ukraine depuis quelque temps, vous n'êtes pas sans savoir combien frustrant cette histoire est devenue. Des discussions incomplètes, des allers-retours qui n'aboutissent à rien. En fin de compte, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe réellement? Donald Trump a fait une promesse avant son arrivée au pouvoir, qu'il lui fallait simplement 24 heures pour finir cette guerre en Ukraine. En tant que président, je rétablirai la paix par la force. La paix par la force. Cela ne serait jamais arrivé. Si j'avais été président, il n'y aurait pas eu de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Aucune chance. Et l'INSEE en serait heureux. C'est mieux que n'importe quelle alternative. Cela ne serait pas arrivé. Et je vais dire ceci, même maintenant, malgré l'énorme perte de vies humaines et la destruction d'une grande partie de ce pays, je négocierai un accord de paix en 24 heures. On pourrait conclure un accord de paix, on pourrait faire un accord pour les deux parties dès maintenant en 24 heures. Cet accord... Nous sommes là, plusieurs mois plus tard, et la guerre n'est pas encore terminée. La frustration est réelle, et la promesse devient de plus en plus fougueuse. Les États-Unis d'Amérique travaillent depuis un temps sur une proposition à faire à l'Ukraine et la Russie, espérant de trouver un accord de paix. Alors, à quoi consiste cette proposition derrière? La dernière proposition, par le régime de Trump, demandait à ce que la partie de Donbass occupée par l'Ukraine, 20%, soit libérée par les militaires ukrainiens. C'est-à-dire, l'Ukraine céderait complètement la partie de Donbass. Voilà Donbass sur la carte. La grande majorité de Donbass est contrôlée par les Russes à travers la guerre. 80% est estimé, 20% contrôlés par les Ukrainiens. Alors, Donald Trump et son régime proposent à l'Ukraine de libérer le Donbass. Donc, les parties que l'Ukraine contrôle, qui n'est pas contrôlée par les soldats russes, doivent être libérées des militaires ukrainiens. Et la Russie fera la promesse de ne pas faire d'avancée sur ces territoires libérés par les Ukrainiens. Ce qui se passerait, c'est qu'on créerait une zone économique libre dans le Donbass. Une zone économique libre. Libre de militaires ukrainiens et libre de militaires russes. Secondo. Cette zone, en effet, serait ouverte aux investissements internationaux, y compris potentiellement les entreprises américaines, sans présence militaire d'aucun des deux belligérants. Je répète. Le Donbass, contrôlé à 80% par les Russes et à 20% par les Ukrainiens. Les États-Unis exigent, pour trouver la paix, que les Ukrainiens libèrent leur partie du Donbass, avec la promesse russe de ne pas faire d'attaque ou d'assaut sur cette partie autrefois contrôlée par les Ukrainiens. Ils créeraient ensuite une zone économique libre, qui viserait à attirer les entreprises américaines dans la reconstruction et l'exploitation minière. La reconstruction, évidemment, vous voyez, l'Ukraine, regardez son état, c'est un pays carrément détruit, par terre, un paradis pour les entreprises de reconstruction, n'est-ce pas? Secondo, les entreprises de mines. Nous ne sommes pas sans savoir que l'Ukraine regorge des sources presque intarissables de terres rares, donc une très belle opportunité. La question qui se pose est celle-ci d'abord. Est-ce la guerre en Ukraine une opportunité pour trouver la paix ou une opportunité pour le business? Est-ce que vous vous rendez compte combien la guerre, c'est du business? On vient de proposer une proposition, mais cette proposition, évidemment, inclut nos intérêts d'abord. C'est-à-dire, vous libérez les terres, ils libèrent les terres, on trouve une forme de paix, mais en attendant, nos entreprises s'y installent et exploitent le territoire. Est-ce vraiment une forme de paix? Point d'interrogation. Pendant que l'Ukraine tente de reprendre contrôle du territoire qu'ils estiment leur, les États-Unis suggèrent que l'Ukraine devrait se retirer totalement de ces territoires. Alors nous sommes en décembre 2025. Donald Trump se presse. Ils veulent que cette histoire soit conclue avant le 25 décembre. Ils exigent de Zelensky une compréhension complète du plan avant le 25 décembre. Troisièmement, Trump veut des élections en Ukraine. Nombreux pensent que Zelensky s'est servi de toutes les tactiques possibles pour se garder au pouvoir. Est-ce vrai? Donald Trump veut des élections. S'il faut organiser des élections maintenant, il doit y avoir un cessez-le-feu, au moins pendant le processus électoral et pendant le vote. Et c'est quelque chose qui doit être discuté. Et honnêtement, ici, en Ukraine, nous pensons que l'Amérique devrait en parler avec la partie russe. Zelensky, évidemment, a posé
une question très intéressante. Zelensky n'est pas un idiot du tout. Il demande, vous voulez un territoire dans l'Ukraine où je me retirerai, évidemment, la Russie n'y rentrera pas. Mais ce territoire sera numéro 1 gouverné par qui ? Qui gouvernera ce territoire? Deuxièmement, qu'est-ce qui empêcherait les Russes de se dissimuler dans la population civile, prétextant être ukrainiens pour finalement reprendre contrôle de ces territoires? Zelensky a déclaré qu'aucun dirigeant dans le monde ne voudrait céder les terres de ses ancêtres. Clairement, on pourrait tout à fait comprendre. Comprenez une chose, bien que Zelensky soit contre l'idée de Donald Trump, il ne veut en aucun cas énerver Donald Trump en ce moment-ci. Vous savez exactement ce qui s'était passé dans le passé, quand il est parti voir Trump dans la Maison-Blanche, combien l'histoire a tourné au feu très rapidement. Et dans ce cas, il essaie très fort de ne pas se retrouver dans les mêmes conditions. Alors Zelensky veut parler de manière diplomatique, dire non sans essentiellement déranger l'ego de Donald Trump. Comment il le fait? Il dit dans ce cas, dans votre proposition, je ne répondrai pas. C'est la population qui prendra la décision à travers un référendum. Il insiste sur le fait que toute concession du territoire nécessite un référendum et des solides garanties de sécurité. Donc, référendum et garantie de sécurité. Un référendum est un vote direct du peuple dans une situation politique sans laisser cette situation entre les mains des dirigeants. Donc le peuple choisira dans ce cas s'ils veulent d'un territoire libre une zone économique entre l'Ukraine et la Russie, créant ainsi un buffer zone, c'est-à-dire un lieu où il n'y a pas de guerre, pour créer une certaine paix. Au milieu de tout ça, Donald Trump a averti l'arrivée de la Troisième Guerre mondiale. J'aimerais que les tueries cessent. 25 000 personnes sont mortes le mois dernier, des soldats, principalement des soldats. Mais aussi quelques civils, là où des bombes ont été larguées. Mais dans l'ensemble, 25 000 soldats sont morts le mois dernier. J'aimerais vraiment que cela s'arrête. Des choses comme ça finissent par provoquer des troisièmes guerres mondiales. Et je l'ai dit l'autre jour. J'ai dit, vous savez, tout le monde continue à jouer à ce genre de jeu. Vous finirez par déclencher une troisième guerre mondiale. Et nous ne voulons pas voir cela arriver. Trump a averti que la guerre entre la Russie et l'Ukraine risquait de dégénérer en troisième guerre mondiale. Il n'a pas mâché ses mots. Il dit que si cette histoire n'était pas résolue, parce qu'en réalité, d'après les personnes, 25 000 personnes sont mortes le mois dernier. Si on parle de 25 000 personnes, on estime à peu près 1000 personnes par jour. C'est beaucoup d'humains. La frustration de Trump est évidente dans cette histoire. Donald Trump est une personne qui aime soutenir ses paroles. Il a publiquement promis de finir la guerre en 24 heures, chose qui n'est pas arrivée. Il trouve que ça en va de sa réputation. Sa réputation à lui, souvenez-vous, est beaucoup plus importante que tout ce que vous pouvez vous imaginer. Il est impérieux qu'il assure ses arrières en faisant exactement ce qu'il a promis de faire. Voilà pourquoi il met la pression sur Zelensky, sinon il coupe les aides dans tous les fronts. L'OTAN a émis, les amis, un avertissement très sévère, disant qu'une guerre avec la Russie approchait. C'est-à-dire l'OTAN pense que l'Ukraine, c'est le lieu d'entraînement de la Russie. Le problème profond de la Russie ne se trouve véritablement pas en Ukraine. La Russie a pour intention de partir jusqu'en Europe. Et alors, il faudrait, dans ce cas, s'apprêter, commencer à préparer la jeunesse, commencer à s'apprêter mentalement, commencer à mettre de l'argent de côté pour préparer une guerre contre la Russie. Nous sommes la prochaine cible de la Russie. Et nous sommes déjà en danger. Lorsque je suis devenu secrétaire général de l'OTAN l'année dernière, j'ai averti que ce qui se passe en Ukraine pourrait aussi arriver aux pays alliés. Que nous devons adopter une mentalité de temps de guerre. Il dit si l'Ukraine tombe, l'Europe sera la suivante. Mais pensez-vous vraiment que Vladimir Poutine a pour intention d'attaquer l'Europe? Si non, pourquoi il ne le ferait pas, s'il peut gagner l'Ukraine? Si oui, pourquoi irait-il en Europe? Encore une fois, pour ceux qui suivent cette guerre depuis le début, je pense que la frustration est réelle. Quand est-ce qu'elle va se terminer? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Tout le monde parle de paix, mais pourquoi la paix n'arrive pas? C'est évident. Si vous parlez tous de paix, il est manifestement simple d'aller trouver cette paix parce que vous parlez tous de paix. Mais pourquoi n'arrive-t-il pas à une paix totale et permanente? C'est simple. C'est parce que chacune des parties cherche une paix particulière, une paix ajustée à soi-même. Les États-Unis veulent une conclusion vite avant que cela ne devienne un handicap électoral. Cette guerre en Ukraine risque de poser problème au niveau électoral aux États-Unis d'Amérique. L'Europe veut un accord qui mette fin à ce qu'ils appellent agression russe. L'Ukraine veut justice et garantie de sécurité. La Russie veut des territoires, quelquefois des territoires qu'elle n'a pas pu conquérir sur le champ de bataille. Mais dans tout ça, l'idée selon laquelle les États-Unis d'Amérique viendraient en Ukraine, demandant à l'Ukraine de libérer une partie du territoire et à la Russie de ne pas faire d'avancée pendant qu'eux installent leurs entreprises pour faire de l'argent. Est-ce une vraie forme de chercher la paix?
Quel pays accepterait qu'on leur dise, écoutez, pendant que vous vous battez, mettez une pause, ok? Bougez à gauche, ils bougent à droite, nous prenons ce territoire, nous créons un buffer zone, il n'y aura pas de tueries. Mais en attendant, ici, on installe nos entreprises pour qu'ils fassent de l'argent. Sont-ils vraiment là pour la paix ou pour l'argent? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Le respect. Le respect est très important. On ne peut rien avoir sans avoir le respect préalablement. Avant de recevoir quelconque cadeau, il faut que le cadeau vienne avec un degré de respect. S'il n'y a pas de respect associé à un cadeau, le cadeau ne devient que philanthropie. Si le cadeau qu'on vous donne ne vient pas avec un niveau de respect, on vous traite de mendiant, c'est simple, sans que vous le demandiez. Le Nigeria vient de présenter ses excuses au Burkina Faso. Officiellement, ils viennent de demander pardon. Ils sont désolés pour l'incident impliquant l'avion C-130. Le Nigeria présente ses excuses officiellement au Burkina Faso, chose que beaucoup avaient complètement effacée comme option. Ce n'était pas à l'agenda. Le Nigeria vient de le faire et ils ont choqué tout le monde. Ils ont présenté des excuses officielles au Burkina Faso à la suite de l'incident impliquant l'avion C-130. Le 17 décembre 2025, le ministre des Affaires étrangères nigérian, M. Youssouf Maïdma Tougar, est parti au Burkina Faso avec sa délégation, à Ouagadougou évidemment, et ont rencontré le dirigeant du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est une action qui est très appréciée. M. Tougar a présenté ses excuses officielles au nom du président Bola Tinubu. C'est-à-dire, le président Bola Tinubu a délégué M. le ministre des Affaires étrangères pour aller au Burkina Faso afin de présenter des excuses venant de lui, officiellement. Tout d'abord, je conduis une délégation envoyée par le président Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, afin de livrer un message au président Ibrahim Traoré. Un message de fraternité, un message de solidarité d'un pays africain à un autre. Nous avons discuté de plusieurs sujets en lien avec la sécurité de notre région, en l'occurrence la lutte contre le terrorisme, sur la manière dont nous devons lutter ensemble contre les fléaux. Nous avons aussi discuté sur des sujets relatifs à l'avion nigérien qui a opéré un atterrissage d'urgence au Burkina Faso après avoir subi une avarie. C'est déplorable qu'il y ait eu des irrégularités dans les documents, notamment sur les autorisations de survol de l'espace burkinabé. Cela est regrettable et nous nous excusons sur cet incident malheureux. Nous avons aussi évoqué le sujet d'un leader d'un parti nigérien qui fait des commentaires disgracieux concernant cet incident. Cela est lié sans doute à une incompréhension de la situation. Le président Traoré, le gouvernement du Burkina Faso et le peuple burkinabé ont été très accueillants et disposés à nous accompagner. L'équipage a été très bien traité. Cela saute aux yeux. Et c'est évident que le président Traoré était directement informé sur la prise en charge de l'équipage depuis que celui-ci est arrivé au Burkina Faso. Cela souligne le niveau de fraternité et de solidarité qui existe entre deux nations africaines. Bien sûr, nous avons évoqué aussi des points sur comment nous pouvons collaborer aussi bien avec d'autres pays de la région sur la lutte contre le terrorisme. Tougar a reconnu des irrégularités concernant les autorisations de survol, c'est-à-dire il a reconnu que l'avion était là de manière irrégulière. Il a aussi qualifié la situation de regrettable. Il s'est excusé pour l'incident malheureux. Je répète, qu'est-ce qu'il a dit? Le monsieur a dit reconnaître les irrégularités concernant l'autorisation du survol de l'avion sur l'espace aérien burkinabé. De regrettable et s'est excusé pour l'incident malheureux. Le monsieur a évidemment salué aussi encore une fois la manière dont le Burkina Faso a traité l'équipage et a insisté sur la fraternité entre les deux pays. Il a insisté sur la fraternité en pointant sur la manière agréable dont le Burkina Faso a fait usage de traitement de l'équipage nigérien. L'équipage nigérian était évidemment arrêté au Burkina Faso après avoir survolé l'espace aérien, mais ils ont été traités de manière très convenable, sans matraquage, sans torture, en fraternité. Ce sont des choses qui n'arrivent presque jamais dans la vie. Qu'est-ce que vous faisiez chez nous en espionnage? Espionnage ou pas? Vous balanciez des histoires à Boko Haram, enfin aux insurgés, tout le bazar. On n'a pas cherché tout ça par la violence. Ils ont reçu un traitement adéquat. Libération des détenus, c'est-à-dire le Burkina Faso vient de libérer les 11 militaires nigérians et restituer l'appareil. Bravo Burkina Faso. Ok.
Ils ont libéré les 11 militaires et restitué l'appareil au Nigeria. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, il y a le monsieur nigérian qui s'appelle Ayodele Eraz. Ayodele Eraz est un sénateur nigérian qui exigeait, qui a mis la pression sur le président Tinubu, demandant à ce que le Nigeria agisse de manière forte et brutale pour se faire respecter dans la sous-région. Monsieur Eraz a nécessité une action militaire du Nigeria à l'égard du Burkina Faso dans l'objectif de récupérer les militaires et l'avion. Il a parlé de raid sur Entebbe. Raid sur Entebbe, pour ceux qui connaissent, c'est l'action qui a été effectuée par les Israéliens en Ouganda après qu'un avion Air France a été kidnappé par des kidnappeurs palestiniens et allemands, dérouté de son vol depuis Tel Aviv vers Paris, mais a été redirigé vers Entebbe pendant un temps. Pourquoi Entebbe? Parce qu'à l'époque, Idi Amin Dada, le président ougandais, était président en Ouganda et à l'époque, Idi Amin n'avait jamais été ami d'Israël. Donc le meilleur endroit pour cet avion de se poser, c'était en Ouganda. Israël a envoyé 4 avions, C-130 à l'époque, avec 200 militaires, 200 commandos pour aller récupérer, pas seulement récupérer les otages, massacrer ceux qui étaient sur place dans une action complètement incroyable et sordide. Monsieur Eraz du Nigeria suggérait que le Nigeria actionne quelque chose de très similaire au Burkina Faso. Je suis premièrement très heureux de voir que le leadership nigérian ait pris une très bonne décision. Une décision sage. Aller s'excuser et trouver la solution à l'amiable. Parce que chaque difficulté ne se résout pas à travers la force. Il y a aussi ce monsieur ici qui parlait. Eh bien, je vais parler de mes réflexions sur les implications de la rétention du personnel de l'armée de l'air nigériane au Burkina Faso, en me basant sur ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et puis, comme vous le savez bien, toute cette affaire est aussi simple qu'elle en a l'air, mais on la rend tellement compliquée, même si ce n'est pas aussi difficile que les gens le pensent. Mais d'un autre côté, il serait juste que le Burkina Faso libère simplement le personnel de l'armée de l'air nigériane pour qu'il puisse rentrer, même s'il souhaite. Le monsieur ici dit qu'il faut éviter d'escaler la situation, qu'il faut éviter d'empirer la situation. C'est-à-dire empirer, c'est-à-dire quoi? Le Burkina Faso doit libérer ses militaires très rapidement, sinon ça va empirer la situation. Empirer pour lui, dans ce cas, il voulait dire que le Nigeria serait en capacité d'aller faire des actions militaires au Burkina Faso. Je suis heureux de voir que le leadership a pris une décision totalement opposée à la décision qui était suggérée par ces deux sujets. Les résultats sont clairs. Cet acte, évidemment, vient de permettre de désamorcer les tensions liées à l'atterrissage d'urgence entre le Nigeria et le Burkina Faso. Désamorcer. Ce sont des pays frères. Ils ne sont pas obligés de se battre. Est-ce que ça signifie que c'est terminé? Il n'y aura plus de problème? Nous sommes maintenant en paix? Nous sommes amis? Oui, en apparence. En apparence, il y a la paix. En apparence, c'est bien. Mais il y a une chose qui a été gagnée. Le respect a été gagné par le Burkina Faso. Le Burkina Faso vient de gagner le respect. Comment? Parce que rendez-vous compte, on a arrêté ces gens depuis quelque temps. Déjà, ok? Ils n'ont pas été libérés. Le Nigeria a fait tout ce que le Nigeria pouvait faire. Les gens ont fait du bruit. Certains ont suggéré des actions militaires, espérant intimider le Burkina Faso. Mais le Burkina Faso n'a pas bougé. Si le Burkina Faso avait peur du Nigeria, qui est un pays qui regorge plus de 230 millions d'habitants, c'est une raison d'avoir peur, évidemment. Si le Burkina Faso avait peur, ils auraient immédiatement profité de l'occasion, quand on commençait à dire qu'on est en train de considérer des actions militaires, de libérer ces gens pour dire, quittez, en fin de compte, vous pouvez repartir. On a fait ce qu'on avait voulu faire, c'est bon, vous pouvez partir. Le Burkina Faso n'a pas fait ça. Le Burkina Faso attendait voir la réaction du Nigeria. Puisque vous avez dit que vous êtes en capacité de faire une action militaire et vous suggérez au président de le faire pour vous faire respecter dans la sous-région. Dans ce cas, faites-le comme ça on va voir. Comme maintenant, le ministre est venu ouvertement, avec respect et mea culpa, disant nous sommes vraiment désolés de la situation. Et immédiatement, les gens ont été libérés. Ils ont été libérés immédiatement. On n'a pas dit, écoutez, il faudrait attendre encore quelques jours, il faut faire la paperasse avant qu'ils ne partent. Immédiatement, ils ont été libérés. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Burkina Faso aurait pu les libérer depuis longtemps, mais ils n'ont pas fait, ils ont attendu. Pourquoi? Pour vous prouver un point. Vous ne pouvez pas nous intimider. Ce n'est pas à vous d'exiger quand est-ce qu'il faut les libérer. En tout cas, pas par la force. La façon la plus douce, ça marche mieux dans ces conditions ici. Nous sommes aussi des militaires. Et c'est ça le respect qu'on gagne. Maintenant, en réalité, la question était celle-ci. Est-ce que c'est terminé? En apparence, oui. C'est terminé jusque-là. Mais le Burkina Faso a gagné le respect. Mais en réalité, non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas parce qu'une personne s'est excusée disant « Écoute, c'est vrai, je m'excuse, c'est moi qui ai pris ton stylo. » Après que la caméra de surveillance est révélée ouvertement, regardez, on l'a vu dans la caméra. C'était toi qui as pris le stylo. Ah, je suis désolé, j'avais oublié, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'une personne s'excuse, parce qu'il y a des preuves qu'elle ne refera plus jamais. Dans ce cas ici du Nigeria, il y a des preuves. Les preuves sont évidentes. Le Nigeria avait prétexté que son avion quittait Lagos, regardez sur la carte, pour Lisbonne. Regardez sur la carte. Regardez la distance entre Lagos et Lisbonne. Cet avion partait à Lisbonne, d'après le Nigeria. Mais en réalité, l'avion a été forcé d'atterrir au Burkina Faso, à Bobo-Dioulasso. Regardez la distance entre Bobo-Dioulasso et Lagos.
L'avion qui part pour Lisbonne, pourquoi ce n'est pas passé à travers le Cameroun? Sachant que, évidemment, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne sont pas tout à fait tolérés par la CEDEAO. Il fallait passer par le Cameroun, ensuite le Tchad et partir à Lisbonne. Ou pas encore peut-être passer par le Bénin, ensuite le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire et ensuite passer de l'autre côté. Si c'était impératif de passer à travers le Burkina Faso, alors dans ce cas, il fallait gentiment dire, écoutez, monsieur Burkina Faso, c'est vrai que nous ne sommes pas en bon terme, mais pour l'instant, on veut passer notre avion qui part vers Lisbonne. Ce n'était pas fait. Comment l'avion s'est retrouvé là? Il y avait quelque chose qui se faisait. Donc, puisqu'on a attrapé et que Lisbonne a confirmé, disant, nous n'attendions aucun avion nigérian ici, c'est faux, ce qu'il raconte. Donc là, quand une personne dit je suis désolé, ça ne veut pas dire qu'elle le reconnaît. Elle a simplement reconnu parce que les preuves sont évidentes. Ok? Il n'a pas reconnu parce que voilà, je reconnais. Non, c'est parce qu'on a démontré que tu es dans le faux. Est-ce qu'il faut maintenant baisser ses gardes? Absolument pas. Le Nigeria se serait-il excusé s'il avait la capacité d'écraser le Burkina Faso comme ils ont écrasé les insurgés au Bénin? Est-ce que le Nigeria aurait envoyé son émissaire pour aller s'excuser ouvertement s'ils étaient capables d'écraser le Burkina Faso comme ils ont écrasé les insurgés au Bénin il y a quelques jours? Qu'est-ce que vous en pensez? Avec la capacité dont le Nigeria a. S'ils étaient encore... Écoutez, ils sont partis au Bénin sous quel prétexte? C'était simple. Nous voulons préserver la démocratie, n'est-ce pas? Est-ce que le président Ibrahim Traoré a été démocratiquement élu? Absolument pas. Il n'a pas été démocratiquement élu. C'est-à-dire, dans la même rhétorique, le président Tinubu, comme il a dit vouloir préserver la démocratie au Bénin, il peut faire usage de la même ligne de réflexion en disant « je suis parti au Burkina Faso après qu'ils ont gardé notre avion de force, aller récupérer ou réimposer la démocratie parce que ceux qui dirigent ne sont pas démocrates ». Pourquoi ils n'ont pas fait ça? C'est parce qu'ils sont conscients que sur le plan logistique et sur le plan physique, ce serait complètement suicidaire. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless. Quand quelqu'un ne vous aime plus, peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas changer sa perception de vous. Il est en tout cas très rare de voir une personne qui ne vous appréciait pas dans le passé et finalement changer de couleur, charger la vapeur et dire bon voilà, je me suis vraiment trompé sur sa personnalité, je m'en excuse. My bad. C'est très rare. C'est très rare de voir des gens qui apparemment, en tout cas dans le passé, passaient négativement de vous et soudain après avoir remarqué ce que vous êtes en réalité disent écoute cher, je suis vraiment désolé Patrick, j'ai entendu des histoires sur toi et à force de te côtoyer ou de t'observer, je réalise que je me suis trompé. Mes excuses. C'est rare. Généralement, vous savez ce que les gens font? Les gens font semblant comme s'ils ne pensaient pas négativement de vous dans le passé. Leur attitude qui apparemment dans le passé était distant, directement, soudain, hey, salut, comment ça va? Parce qu'il a réalisé que tu n'es pas ce qu'il pensait. Mais ils n'ont jamais le courage de venir dire que je suis vraiment désolé. J'avais ces idées préemptives par rapport à toi qui ne sont absolument pas vraies. Excuse-moi par rapport à ça. C'est rare. Et dans des conditions, je me dis, quand quelqu'un vous déteste, pour la plupart des cas, il n'y a absolument rien que vous puissiez faire pour changer cette idée. Et voilà, inutile de se justifier ou de trouver des raisons de changer l'histoire. C'est très rare. Quand une personne ne vous aime pas, quand vous justifiez la raison pour laquelle elle est censée ne pas vous aimer, elle trouvera finalement une autre raison de ne pas vous aimer. Les gens vous diront, je ne l'aime pas parce que son attitude, il est prétentieux, orgueilleux. Eh ben, il ne salue pas les gens. Écoutez, vous pouvez commencer à saluer ces personnes du lundi à dimanche. La raison sera nouvelle. Ah, il fait semblant de nous saluer maintenant chaque jour. C'est comme ça. Ah, il fait semblant d'être humble. C'est un orgueil. Preuve là, il est ici. C'est comme ça. Donc, inutile d'essayer de tisser ou de charpenter une idée selon laquelle dans le cerveau des gens, ils peuvent changer leur... Vous n'êtes pas une pizza. Ok, même la pizza n'est pas aimée de tous. L'Afrique du Sud est en pleine ébullition contre les États-Unis actuellement. Les Américains viennent avec force. Ils ont accusé l'Afrique du Sud pour ce qu'ils décrivent comme détention et harcèlement des responsables américains liés à un programme de réfugiés controversé impliquant les Afrikaners blancs. En français simple, puisque nous sommes africains. Les Américains mettent la pression sur l'Afrique du Sud. Ils sont très en colère. Pourquoi? Parce que les Sud-Africains, le département de Home Affairs de l'intérieur, est parti d'après eux harceler des individuels travailleurs américains et ont publié les informations de leur passeport. J'explique. Les États-Unis d'Amérique ont rapproché l'Afrique du Sud d'avoir détenu et harcelé des responsables américains liés à un programme de réfugiés controversé concernant les Afrikaners. Les Afrikaners sont ces gens ici que vous voyez. Ils sont blancs, descendants des Hollandais, des Français, des Allemands et beaucoup d'autres choses qui sont venus en Afrique il y a très très longtemps. Ils sont partis en Afrique du Sud, principalement l'Afrique australe. L'objectif d'y rester pour toujours. Contrairement aux blancs qui sont allés en Congo, en Ouganda, au Burundi et ailleurs, en Côte d'Ivoire et tout le bazar, ils sont partis pour voler. Okay? Les blancs qui sont partis dans ces pays là-bas, les Européens, sont partis pour voler, piller les minerais et puis ils sont allés rentrer chez eux. Les blancs sud-africains, européens, ils sont partis dans l'objectif de conquérir des terres. C'était les conquistadors. Et leur objectif, évidemment, c'était d'améliorer ces terrains pour que ça devienne leur demeure. Ceci expliquerait la raison pour laquelle les infrastructures en Afrique du Sud sont avancées par rapport à beaucoup de pays africains. Pourquoi? Parce que
Ces Européens qui sont partis en Afrique australe étaient partis dans le but de rester pour toujours. Ils ne sont pas partis dans le but de voler et de partir. Vous verrez, vous remarquerez d'ailleurs dans beaucoup de pays africains, vous remarquerez que les meilleures routes, en tout cas les anciennes routes, sont des routes provenant d'une ville minière, ou là où on trouve quelque chose d'important, vers les côtes. De la ville minière vers les côtes. Pourquoi? Parce que l'objectif était de voler et de partir. Il fallait donc des routes fonctionnelles. Ville minière, ce sont les meilleures routes d'il y a avant. Peut-être qu'aujourd'hui les choses ont changé, mais dans le passé c'était ça. L'objectif était voler et partir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Afrikaners ont fait des enfants. Ces enfants font partie de la communauté sud-africaine aujourd'hui. Donald Trump a accusé l'Afrique du Sud, il n'y a pas très longtemps, de faire semblant de ne pas réaliser qu'il y avait un génocide contre les Blancs sud-africains. Quel genre de génocide? Trump a dit que les fermiers sud-africains étaient tués par des Noirs. Et le gouvernement sud-africain faisait semblant de ne pas voir cette réalité. Est-ce une réalité vraie? Y a-t-il des Blancs sud-africains qui meurent? Les fermiers? Absolument, c'est une réalité. Est-ce que cela mérite d'avoir l'attention nécessaire? Oui, ça mérite l'attention nécessaire. Mais y a-t-il que des Blancs qui sont tués? Absolument pas. Il y a aussi des fermiers noirs qui sont tués. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud traverse un moment très difficile en ce qui concerne la criminalité. C'est un pays criminel. Il y a beaucoup de criminels. En effet, dans le pays, vous remarquerez qu'il y a beaucoup plus d'agents de sécurité qu'il y a de la police additionnée à l'armée. Il y a plus de gens embauchés en sécurité qu'il y a des gens à la police et à l'armée combinés. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de crimes. Et est-ce qu'on peut finir ce crime en Afrique du Sud? Oui, c'est une possibilité. Les crimes sont violents, malheureusement. On peut finir les crimes, mais pourquoi on le finit pas? On le finit pas parce que voilà, ça crée le boulot. Il faut dire la vérité. Ces gens-là qui sont responsables et propriétaires d'entreprises de sécurité, veulent-ils vraiment que le crime finisse? Parce que la raison pour laquelle ils vendent et font de l'argent, ils ont des contrats, c'est parce que les individuels ont peur de criminalité. S'il n'y a plus de peur de criminalité, y aura-t-il de business? Et toutes ces personnes qui sont embauchées, 500 000 personnes et plus embauchées par le secteur de sécurité, qui en prendra charge? Point d'interrogation. Rentrons dans notre sujet. Les Américains accusent l'Afrique du Sud disant que 2 employés du gouvernement américain, des agents de l'UCIC chargés des réfugiés, ont été brièvement détenus lors de la descente, interrogés puis relâchés. Donc des agents américains auraient été détenus par des Sud-Africains. Vous savez, généralement, ces genres d'histoires ne se font pas. On peut pas on évite ce genre de bêtises. Pourquoi l'Afrique du Sud a fait ça? Parce que l'Afrique du Sud a eu un rapport d'intelligentsia, un rapport de renseignement, disant qu'il y avait des Kenyans qui travaillaient avec des Américains. En effet, Donald Trump, dans son système, a cherché un contracteur du Kenya, c'est-à-dire chercher une entreprise basée au Kenya, pour aller en Afrique du Sud, après avoir accusé l'Afrique du Sud de génocide, traiter les dossiers des Blancs qui veulent partir aux États-Unis sous prétexte qu'ils sont en train de fuir le génocide en Afrique du Sud. Je répète, Donald Trump va au Kenya chercher des contracteurs. Il ne cherche pas des Sud-Africains, mais il cherche des Kenyans. Vous voyez comment on sème la division entre vous? Il va chercher des Kenyans au Kenya pour aller traiter des dossiers en Afrique du Sud qui accusent les Noirs sud-africains de tuer des Blancs sud-africains. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ces Kenyans sont d'abord initialement partis à l'ambassade sud-africaine au Kenya pour demander un visa de travail. Pour travailler, évidemment, en Afrique du Sud, en tant qu'étranger, il faut avoir un visa de travail. L'Afrique du Sud, à travers son ambassade, manifestement, ne voulons pas affirmer ces accusations qui, d'après eux, sont fausses, parce que quand vous donnez un visa à une personne de travail pour aller travailler dans une institution qui a pour objectif de traiter les dossiers des gens qui sont prétendument victimes de génocide dont vous niez, vous êtes en train, indirectement, de reconnaître ce génocide, n'est-ce pas? Alors ils ont dit non, on ne vous donnera pas de visa de travail. Alors, après avoir été ineffectifs dans cette histoire de visa de travail, ces Kenyans sont repartis demander un visa de touriste. Ils ont reçu des visas de tourisme. Ils sont arrivés en Afrique du Sud, on ne sait pas comment, dans quelle façon, ils ont commencé à travailler malgré le visa de tourisme, qui n'autorise pas l'emploi ou autre chose. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se disent. Est-ce que les Kenyans ont pris la décision seuls de prendre un visa de touriste, puisque c'est plus facile à obtenir, et aller travailler illégalement en Afrique du Sud, ou bien les Américains qui les ont embauchés dans ce contrat ont dit, venez, on va vous chercher un visa de travail à partir d'ici, ça sera plus facile. Mais arrivés en Afrique du Sud, ils ont commencé déjà à travailler en attente que ce visa soit délivré. Maintenant, le département de l'Intérieur sud-africain avait appris la présence de ces Kenyans qui ont vu leur visa de travail refusé, mais sont venus avec un visa de tourisme. Mais ils ont entendu dire que ces Kenyans étaient en train de procéder ces documents, ces dossiers de demande de visa aux États-Unis, de relocation de blancs sud-africains sous prétexte de génocide. Alors ils sont partis pour aller vérifier, pour aller évidemment faire ça. Arrivés au bureau, ils ont arrêté 7 Kenyans. 7 Kenyans arrêtés, et en addition à ces 7 Kenyans, il y avait 2 individus qui étaient américains. Ils ont arrêté des Américains. Ça sera très vite après avoir réalisé qu'ils étaient américains qu'on va les relâcher. Alors les États-Unis d'Amérique a saisi cette opportunité disant, dans une déclaration du 18 décembre, intitulée « Doxing et harcèlement
des responsables américains par le gouvernement sud-africain. Ils disent le département d'État affirme que les autorités sud-africaines avaient rendu publiques les informations des passeports des responsables américains impliqués dans le programme de réfugiés. Ils ont qualifié cet acte de forme inacceptable d'harcèlement, mettant les responsables en danger et constituant une tentative d'intimidation. Le département d'État américain a dit le 18 décembre. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Je pense que c'est important de le voir. Premièrement, l'Afrique du Sud et les États-Unis dans leurs relations, ça ne fonctionne pas du tout actuellement. Quoi que les Sud-Africains fassent, ça ne marche pas. D'ailleurs, rappelez-vous, au tout départ, M. Trump avait accusé l'Afrique du Sud de génocide. The leadership is doing some terrible things, horrible things. So that's under investigation right now. We'll make a determination. And until such time as we find out what South Africa is doing, they're taking away land, they're confiscating land. L'Afrique du Sud a très rapidement dépêché une équipe des gens, dont le président de la République lui-même, chose qui ne se fait presque jamais, partant dans la Maison Blanche, dans ce qui était censé être une discussion qui très rapidement s'est transformée à une justification en direct international d'un président d'un pays souverain à un autre président d'un pays souverain. C'était humiliant. Regardez l'image. Humiliant qu'un pays noir africain parte en Amérique pour aller se justifier d'une histoire qui, d'après eux, n'est pas une réalité. Notre politique gouvernementale est totalement contraire à ces propos, même au Parlement. Mais vous leur permettez de s'emparer des terres. Lorsqu'ils tuent les agriculteurs blancs, il ne leur arrive rien. Alors, après cela, l'Afrique du Sud a voulu démontrer que ces images que vous avez ne sont pas tout à fait conformes à la réalité. D'ailleurs, une des images que M. Trump avait présentées en papier était une image des victimes d'Ebola en République démocratique du Congo. Ça n'avait absolument rien à voir avec ce qui se passe en Afrique du Sud sous prétexte de génocide. Alors, les Sud-Africains espérant prêcher dans une terre fertile, ont vu leur prédication s'assécher. Qu'est-ce qui s'est passé? La pression de Trump ne s'arrêtait pas. Trump a coupé AGOA, qui permet aux Sud-Africains de pouvoir exporter leurs produits avec un taxe réduit ou sans taxe. Trump a coupé le programme PEPFAR, qui permettait à beaucoup de Sud-Africains atteints du VIH de recevoir des médicaments et autre chose, gratos, venant des États-Unis d'Amérique. Trump a mis beaucoup de pression sur l'Afrique du Sud. Trump a boycotté l'événement du G20, qui était pour la toute première fois tenu en Afrique, dans un pays africain. Trump a refusé de faire partie de cet événement. Et aussi, à la fin de l'événement, a demandé à un chargé d'affaires de l'ambassade. Un chargé d'affaires, c'est un simple diplomate. Ce n'est pas un diplomate de calibre. Un chargé d'affaires d'aller faire la remise aux reprises avec le président de la République. Chose qui ne se fait pas. Les remises et reprises du G20 se font entre présidents de la République, pas avec un chargé d'affaires. On pourrait même comprendre que ce soit un ambassadeur parce que le président est très occupé. Mais pas un ambassadeur, un chargé d'affaires. Les Sud-Africains n'ont pas aimé ça. Alors ça, c'est la négligence et le sabotage. On ne peut pas accepter ce genre d'humiliation. Le président sud-africain a refusé de faire ça. Ils ont envoyé un monsieur au niveau du chargé d'affaires pour aller récupérer ce qu'il avait récupéré comme document. Les États-Unis n'ont pas aimé ça. C'est juste après ça que les États-Unis ont déclaré ouvertement que l'Afrique du Sud ne sera pas invitée au G20 2026 à Miami. C'est officiel. Les Sud-Africains ont dit non, vous n'avez pas le droit de nous exclure parce que le G20 ne vous appartient pas. Nous sommes tous participants, mais jusque-là, en ce que nous comprenons, les Sud-Africains ne sont pas invités au G20. Maintenant, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que les Sud-Africains puissent faire, que les Américains vont aimer ou leur feront changer d'avis? Je ne sais pas. La deuxième question importante ici est celle-ci. Vous voyez comment il est très facile de mener un pays africain contre un autre. Très rapidement, pendant que la relation américo-sud-africaine se détériore, la relation entre Américains et Kenyans s'améliore. Ok? C'est une façon de dire. Regardez comment on traite les Kenyans, puisqu'ils nous respectent. Si vous nous traitez comme les Kenyans nous respectent, on va aussi vous traiter comme on traite les Kenyans. Je vous rappelle ici qu'à l'arrivée de Trump, Monsieur Ruto, ce monsieur ici, avait fait une déclaration ouverte disant qu'il aime bien les Chinois. Il apprécie les Chinois parce que ils sont en train de gagner avec les Chinois. Et les discussions de haut niveau avec la Chine. Ils ont convenu d'un accord de réciprocité entre le Kenya et la Chine. Ils ont accepté de supprimer tous les droits de douane sur notre thé, notre café, nos avocats et toutes nos autres exportations agricoles. C'est une relation gagnant-gagnant. Les Chinois sont importants. Trump était très rapidement fâché. En tout cas, son bureau a lancé un message disant qu'ils allaient enlever le Kenya de la liste des pays amis à l'OTAN, parce qu'il profitait évidemment de certaines histoires. Ils ont dit ça ouvertement. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Le Kenya a délégué une équipe pour payer une entreprise $190 000 le mois pour faire du lobbying. Le lobbying pour objectif d'améliorer l'image du Kenya aux États-Unis d'Amérique. Pendant que les Kenyans ont besoin d'argent, il y a beaucoup de docteurs qui sont très mal payés, qui souvent sortent dans les rues demandant une rémunération plus améliorée. Le Kenya paye $190 000, $190 000 à un individu aux États-Unis. Son boulot, c'est seulement aller parler au Sénat,
aller discuter sur le Kenya, aller dire des choses positives. C'est un Américain, un ami de Trump. Et c'est à partir de là que la relation entre le Kenya et les États-Unis a changé. Il n'y a pas plus d'un mois que les officiels kenyans et américains se sont rencontrés à plusieurs reprises. Ils ont signé un deal sur la santé pour que les États-Unis aident le Kenya. Mais en attendant, avec l'Afrique du Sud, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud, a envoyé le pays qu'on ne cite pas là-bas, à l'ICC. Numéro 2, parce que l'Afrique du Sud a renforcé sa relation avec les pays de l'Est. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il faut s'aider dans ces conditions? Pensez-vous que l'Afrique du Sud avait vraiment publié les informations dans le passeport de ces individuels américains? Ou bien ce sont des excuses, évidemment. Si cette excuse ici ne fonctionne pas, il faut en chercher une autre pour vouloir noyer son ennemi. Faites-moi savoir, j'aurai beaucoup de plaisir. God bless.